Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas faire le décompte maintenant, mais je le ferai inéluctablement plus tard pour tout d'abord ma plainte, mais pour faire état aussi publiquement de l'ampleur de ce que je subis, dans une indifférence totale, puisque nous pouvons constater, nous en sommes témoins aujourd'hui, qu'il y a donc une véritable omerta sur ce que je subis, c'est-à-dire que quand quelqu'un d'autre en prend plein la ganache, c'est tout de suite souligné, il y a des posts pour signifier du soutien, tout ça. Mais quand c'est contre moi, il y a un silence radio. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes dans cette sphère qui tiennent à tout prix à avoir, si je puis dire, le monopole victimaire, hein, j'en avais déjà parlé, et qui font tout un chantage à des gens pour donc les conditionner à ne compatir que pour eux. Et surtout, qui avant même cela, considèrent que c'est mal que quand ça les cible eux. Et quand ça cible d'autres personnes, pour eux, ce n'est rien, et même ce serait même bien, quoi. Il y a de l'égocentrisme problématique chez certains dans cette sphère qui fait qu'il y a des victimes qui ne sont pas reconnues comme victimes et qui n'ont pas de soutien et dont les livrages en pâture et les cyberpersécutions ne sont pas reconnus et ne font pas objet d'indignation, ce qui n'est pas normal. Donc pendant ce temps-là, il y a des gens, hein, j'en avais parlé, qui usurpent le statut de victime et qui veulent s'accaparer tous les soutiens. Mais là, clairement, hein, hier, il y a eu encore je ne sais combien de posts contre moi pour me rabaisser, pour m'injurier, pour essayer de m'intimider avec des procédés dégueulasses, et surtout 2 gros lives totalement disproportionnés, dans un déchaînement clairement sadique contre moi, avec un débit de propos abjects dans les chats de ces lives aussi. Tout ceci étant donc caractéristique d'un acharnement en diffamation de ma personne, en incitation à la haine de ma personne, en rabais de ma personne et en intimidation de ma personne, commis collectivement. Donc on peut parler clairement de harcèlement en meute, hein. Je dirais même en bande organisée si on va plus loin, si on remonte à ce qui a été commis collectivement antérieurement par des gens qui ont amené les bobards contre moi dans cette sphère. Et je sais très bien qui c'est, hein, je sais très bien qui a participé à ramener certains mensonges qui avaient déjà été martelés antérieurement dans cette sphère pour amener des gens à se déchaîner encore davantage contre moi, pour me faire livrer encore plus en pâture. Et donc tout ceci est commis par pur sadisme. Ce sont des gens qui, derrière leur écran, jouissent de voir quelqu'un être malmené, être maltraité, en prendre plein la gueule, ça les fait jubiler. Et surtout, ce qui les fait jubiler, c'est de savoir qu'ils ont participé à ça, qu'ils ont largement contribué à ça. Donc ils tirent un sentiment de fierté, un sentiment aussi de valeur personnelle, hein, dans leur perversité, du fait de savoir que ce qu'endure cette personne de très difficile, que le mal qui est fait à cette personne est en grande partie à cause d'eux. Ce sont des gens qui sont à l'envers, qui au lieu de tirer un sentiment de valeur, de fierté de la bienfaisance, sont fiers d'être malfaisants et se félicitent de provoquer de la diffamation intensifiée contre des personnes, se régalant de voir alors les personnes ciblées peiner à s'en sortir face à ce qu'elles endurent et créant les conditions pour s'assurer que ces personnes ne bénéficient d'aucun soutien, soient isolées. Donc hier, on m'a encore signifié explicitement la volonté de m'isoler. Je pourrais ressortir le commentaire. La personne m'a écrit mot pour mot, je vais t'isoler. Donc toujours la même technique, mentir sur la personne en la faisant passer pour quelqu'un de toxique, pour quelqu'un qui serait infréquentable, pour une personne qui serait manipulatrice, qui serait dangereuse, pour conditionner les gens à lui tourner le dos, à s'en tenir loin et pour s'assurer que cette personne soit isolée. Plus cette personne est alors isolée, plus ces pervers narcissiques vont pouvoir lui en mettre plein la gueule, vont pouvoir se déchaîner contre elle impunément. Parce que qui dit isolement dit absence de soutien et dit moins de probabilité que la victime puisse donc s'en sortir face à eux. Et donc ils y voient la garantie de pouvoir sévir sur elle sans rien risquer et sévir longtemps. Parce que ce que cherchent ces pervers, c'est avoir une proie sur qui se déchaîner tout le temps en fait, hein. Ce sont des personnes détraquées qui ont besoin de sévir, qui ont besoin de faire du mal. S'ils ne font pas suffisamment de mal dans la journée, ils ne dorment pas bien. Ils sont à l'envers, hein. Quelqu'un d'équilibré, de normal, il se plaît à être bon, à être sage, à être bienfaisant. Il va travailler à être plus vertueux dans son quotidien et il va tirer une satisfaction de lui-même du fait de bien se comporter, d'accomplir de bonnes œuvres, de faire le bien pour son prochain comme pour lui-même. Et donc ça, c'est le conditionnement sain, juste de l'estime de soi, hein. J'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo dont ils ont repris l'image, hein, l'image que vous voyez de moi, elle est extraite de cette vidéo où je rappelais l'importance du conditionnement moral, du juste conditionnement de l'estime de soi. C'était quand je faisais mes vidéos contre la perversion narcissique d'ailleurs. Et donc on voit ce que ça donne quand des gens sont complètement détraqués sur ce plan-là et étant à l'envers,
donc en viennent à jouir de faire le mal. Donc plus en fait ils performent, mais dans le mauvais sens, en termes d'immoralité, en se déchaînant dans le mal, en infligeant des injustices à quelqu'un, plus ils se savent injustes et plus ils sont fiers d'eux, plus ils jouissent. Et ils sont dans une avidité insatiable de toujours plus de mal et se plaisant à se vanter de leur malfaisance. Ils aiment s'illustrer en fait en injustes et ils font tout pour maintenir leur proie en posture d'impuissance. Plus ils savent que leur proie est en posture d'impuissance, plus ils jouissent. Donc il y a des gens qui se liguent avec eux, qui sont clairement complices, qui en se joignant à eux, les aident à faire légion contre leur proie, les aident à se sentir tout puissants par ce qu'ils vont appeler la force du nombre, par la force de la supériorité numérique. C'est un recours de lâches, en fait, sont des gens qui se savent faibles individuellement et qui donc recourent à essayer d'écraser la personne par la supériorité numérique. Et plus en fait eux cherchent à se massifier, à faire légion, et plus ils essaient en même temps d'isoler leurs victimes. Et plus ils parviennent à ça, plus ils ont ce sentiment de toute puissance, et plus ils se sentent invulnérables, d'une impunité garantie, et plus ils se permettent de choses ignobles. Donc on les voit lors de leurs lives, quand ils se réunissent pour s'attaquer à une ou à des cibles communes, on les voit s'enivrer de leur plaisir commun de sadique. Ce sont des gens qui prennent goût à cette activité de lyncher des gens. Plus c'est gratuit, plus ça leur plaît. Ce qu'ils aiment aussi, c'est se servir de choses qu'ils peuvent faire reconnaître comme étant des fautes chez les personnes qu'ils ciblent, qui sont en général pas des fautes, mais des fois ils vont se servir de leurs vraies fautes, pour ensuite faire passer toutes les violences qu'ils vont alors lui infliger pour de la justice, pour de la juste réponse. Comme ça, ils espèrent se couvrir en même temps, mais derrière ça, il y a vraiment ce plaisir sadique commun qui se manifeste par donc cet enivrement que l'on peut voir chez eux dans leur plaisir donc de lyncher quelqu'un ensemble, d'aller très loin dans ce lynchage, d'être sans limite, et ils se rendent addicts à ça parce qu'ils en viennent à faire ça quotidiennement et ils ont besoin de leur dose quotidienne, ça devient une véritable addiction. Alors il y a des spécialistes qui parlent de cyberaddiction, d'addiction au numérique, tout ça, mais il y a aussi l'addiction à l'activité de cyberharcèlement, de cyberdélinquance, de cybermaltraitance et de cyberprédation, avec des gens complètement détraqués qui sont à un tel niveau de sadisme là-dedans qu'ils en viennent à éprouver le besoin pathologique, je dirais, de nuire toujours plus à quelqu'un au quotidien, toujours derrière leur écran, bien sûr, avec cette perversité consistant à se jouer de la victime en lui signifiant qu'elle ne peut rien faire, qu'ils leur en mettent plein la gueule, mais qu'elle est impuissante et qu'elle peut rien faire parce que c'est à distance et parce que c'est derrière un écran. Donc il y a tout aussi ce jeu, cette gouaille de nargage pour signifier à la victime qu'ils pourraient lui faire tout ce qu'ils veulent, mais qu'elle ne pourra jamais se défendre, jamais rien faire et jamais leur faire répondre de leurs délits. Donc ils adorent narguer la victime avec leur impunité. Et ça, c'est quelque chose qui leur est orgasmique presque dans leur sadisme. Et il y a à côté de ça aussi des complices qui sont en fait en posture de voyeurs, qui sont eux-mêmes sadiques, mais qui n'arrivent pas à faire comme les sadiques actifs, si je puis dire, dans la cyberprédation, et qui aiment regarder les sadiques actifs opérer et nuire à quelqu'un, qui prennent leur popcorn. Certains ne se manifestent même pas, certains sont donc en sous-marin, si je puis dire, en soum-soum, comme se plaisent à dire certains, et regardent en prenant leur popcorn. Et donc ceux-là sont dans un voyeurisme pervers de sadiques passifs qui observent les phénomènes de harcèlement et qui donc ne vont jamais s'indigner puisque ça leur plaît en fait. Et il y a aussi les semi-actifs, si je puis dire, qui sont entre deux et qui, eux, des fois, en ont marre de rester qu'en spectateurs ou qui sont des spectateurs insatisfaits, qui veulent voir encore plus de lynchage et qui vont créer des comptes trolls ou des comptes avec lesquels ils vont se la jouer dénonciateurs, voilà, mais tout ça, c'est du pipeau, c'est pour jouer les justiciers. Et sous couvert de cette image de justicier, ils vont poster juste ce qu'il faut contre une personne pour pousser des gens à s'en prendre encore plus à elle, pour essayer d'intensifier les actes de cyberprédation contre cette personne, pour ensuite se remettre en posture de spectateur et observer les dégâts. Et là, ils jouissent alors de ce savoir instigateur de ce que la personne prend ensuite dans la gueule et ou d'avoir agi comme un acteur d'intensification de ce qu'elle subit d'infernal. Donc il y a aussi ça. Donc là, on le voit, c'est un travail d'équipe avec un acharnement en diffamation, en atteinte à l'honneur pour me redéfinir comme étant ce que je ne suis pas. Il y a une perversité dans l'inversion. Il y a des gens qui aiment faire passer tout
pour son contraire, qui aime faire passer les gens pour le contraire de ce qu'ils sont. Et donc là, il y a une jubilation de me faire passer pour le contraire de ce que je suis, d'aller le plus loin possible dans l'inversion, de me diaboliser. Il y a même eu des montages de faits où on mettait ma tête à la place de personnages démoniaques, avec des annotations comme axe du mal, en me mettant dans un univers satanique, pour essayer de me faire coller à l'image de personnes maléfiques qu'ils veulent me donner. Donc ça, c'est de la tricherie, c'est de l'acharnement en distorsion, si je puis dire, de la réalité, pour faire du forcing, pour essayer de me faire coller quand même si c'est pas vrai, à l'image qu'ils veulent me donner. C'est du fascisme de pervers et de sadique, un fascisme qui veut que je sois comme ça aux yeux des gens, coûte que coûte, même si je ne suis pas comme ça. En faisant le forcing, sans limite, bien sûr, ces gens sont dans la diffamation. Plus ils se savent diffamateurs, plus ils se savent menteurs, plus ils se savent orduriers, et plus ils sont contents d'eux. Ne supportant pas aussi, là-dedans, de voir des gens qui, contrairement à eux, conditionnent bien leur estime d'eux-mêmes et s'aiment bienfaisants, se satisfont de bien agir et qui, contrairement à eux, ne sont pas à l'envers. Face à tout ça, il y a des gens lâches qui n'ont pas le cran de se révolter contre ce qui se passe, qui n'ont pas le courage de contrarier les harceleurs et les cyberprédateurs et qui préfèrent donc se liguer avec eux et qui du coup n'ont pas le courage de soutenir des victimes. Et donc c'est pour ça notamment en partie que vous voyez aussi cette omerta dont je parlais tout à l'heure, parce que très rares sont les gens qui ont le courage de prendre parti pour une victime contre les cyberprédateurs de cette dernière, parce que ces cyberprédateurs ont sur ce terrain un certain pouvoir de représailles, une certaine immunité, un certain pouvoir de diffamation en meute et un certain pouvoir de nuisance en l'état. Donc, ne voulant pas, elles aussi, se manger les foudres, si je puis dire, de ces cyberharceleurs, elles s'inhibent, elles font mine de ne rien voir, ou elles ne se prononcent pas, et sont dans l'indifférence. Et ces personnes-là, quand les victimes exigent du soutien qu'elles méritent, exigent de la compassion, ce qui est normal, c'est humain d'avoir de la compassion pour des gens qui sont victimes, qui subissent de lourdes injustices, c'est du bon sens, c'est une marque d'humanité. Ces personnes donc lâches, quand les victimes exigent un minimum de soutien, s'accommodent à prétendre que la victime serait nombriliste et voudrait donc avoir tous les soutiens pour elle, que la moindre petite exigence de soutien ou de compréhension dans sa souffrance et d'empathie pour elle serait un signe d'égocentrisme, qu'en exigeant ça, la personne chercherait à les manipuler, etc. Donc ça, c'est ce que les lâches s'accommodent à penser pour essayer aussi de justifier leur non-empathie vis-à-vis de ces victimes, en inventant une fausse raison à leur inempathie, au fait qu'elles ne soutiennent pas ces victimes, en prétendant que ce n'est pas par lâcheté, mais parce que ces victimes, quand elles demanderaient de l'aide, du soutien, et avant cela même, ne serait-ce qu'un petit peu de compassion, elles feraient montre d'égocentrisme, elles chercheraient à tout tirer vers elles, etc. Alors que pas du tout, il n'est pas du tout question de ça. Et donc est demandé alors à ces victimes de taire leur souffrance, de ne pas se plaindre, de s'inhiber et même de s'effacer, de ne surtout pas parler de ce qu'elles endurent, de ne surtout pas se plaindre. Pendant que des personnes qui ne sont pas victimes mais qui usurpent le statut de victime se plaignent donc illégitimement et récoltent les soutiens, la compassion que méritent de vraies victimes. Ça, c'est dégueulasse, ce phénomène d'usurpation du statut de victime par des gens en fait qui commettent aussi de la cybermaltraitance, de la cyberintimidation et qui, quand il y a des réponses à ce qu'ils commettent, vont usurper le statut de victime et donc là, ils ont des soutiens parce que ce ne sont pas de vraies victimes. Donc il n'y a pas de risque pour des gens de se manger les foudres des cyberprédateurs en soutenant ces personnes-là, puisque ces personnes-là font partie des cyberprédateurs. Et c'est ce qui fait toute la différence avec les vraies victimes, que soutenir implique de risquer vraiment de se mettre ces cyberprédateurs à dos. Donc pour en revenir à moi, il y a une volonté de m'isoler, de me couper de tous les contacts que je peux avoir, de tous les soutiens dont je peux bénéficier, pour essayer de me mettre dans une impuissance absolue, dans l'espoir de me prendre en proie éternellement, parce qu'il y a des gens frustrés qui ont besoin dans leur quotidien, et c'est un besoin anormal, une pure anomalie, d'en foutre plein la gueule à quelqu'un pour se sentir bien. Parce qu'ils ont des frustrations, ils ont besoin d'avoir un punching ball, d'avoir une proie sur qui sévir dans leur quotidien. Et comme je vous le dis, il y a du sadisme, il y a cette satisfaction anormale de faire du mal chez beaucoup d'entre eux. Donc ils font tout pour maintenir alors leur proie dans cette posture de proie et essaient donc de couper tous les contacts qu'elle peut avoir avec des gens qui puissent l'aider
à s'en sortir. Et dès que la victime, en fait, demande des soutiens, des renforts, de la compassion et de l'aide, en se plaignant de ce qu'elle subit, elle est souvent réinventée comme une personne qui chercherait à manipuler ou comme une personne fragile, qui pleurnicherait. Alors ça, l'accusation de pleurnicherie et de fragilité, elle arrive systématiquement. Ça, c'est typique des complices des harceleurs et des lâches. Ils redéfinissent la personne comme étant pleurnicheuse, douillette, fragile et comme n'encaissant rien pour essayer de justifier de ne pas la soutenir, de ne pas avoir de compassion pour elle, etc. Comme ça, c'est plus facile. Ils se disent, c'est pas qu'elle en prend plein la gueule et qu'au bout d'un moment, c'est trop et que la personne peut craquer ou que, voilà, ce qui est compréhensible. On n'est pas des surhommes, voilà, on a nos limites. Il y a des gens qui, à force d'en prendre plein la gueule, au bout d'un moment, c'est la goutte de trop. Et là, la victime, en fait, n'a pas le droit d'avoir des souffrances ou de se plaindre de ce qu'elle subit parce que sinon, elle se fait cataloguer de pleurnicheuse, de fragile. Et c'est le comble parce que les gens, alors qui la cataloguent de fragile et de pleurnicheuse, sont des personnes qui, à sa place, n'auraient pas tenu avec autant de courage, se seraient effondrées bien avant et auraient pété un câble bien avant. Ce sont des personnes, en général, qui n'ont pas le 10e du courage de cette victime, qu'elles se plaisent alors à qualifier de fragile, de pleurnicheuse. Et d'ailleurs, il y a souvent une jalousie envers la victime forte et qui tient malgré tout, envers le courage qu'a eu la victime de tenir longtemps et envers sa force morale aussi, donc qui se traduit par ça, par cette volonté de redéfinir cette victime comme étant au contraire fragile, comme n'encaissant rien, par complexe d'infériorité vis-à-vis de cette victime. Ces personnes se sachant moins courageuses que cette victime, sachant qu'à sa place, elles auraient craqué depuis longtemps, qu'elles n'auraient pas tenu, essaient d'inverser en se persuadant que ce serait cette victime plus courageuse, plus forte qu'elle, qui serait fragile. Et alors, elles et ils vont se mettre au-dessus de cette victime en voulant lui donner des leçons de résistance, etc. Mais c'est facile quand on n'est pas ciblé ou qu'on ne l'est pas autant. Il y a beaucoup de choses à observer, à analyser, à tirer de ce qui se passe là. Et à côté de ça, donc, il y a des gens qui observent, qui prennent conscience de certaines choses, qui réagissent intelligemment, et il y en a qui veulent que tout ça continue pour se régaler de regarder ça comme un spectacle, dans leur plaisir sadique, dans leur voyeurisme de sadique, qui aiment se lever le matin, se connecter à Internet ou via les applis sur leur smartphone, et puis regarder quelqu'un se faire démolir, lyncher, et en l'espoir de le voir souffrir, se retrouver menacé, etc., ça les fait jouir. Et en spectateurs alors de ça, ils ont le sentiment alors de se tenir loin des gens qui morflent, etc., parce qu'ils sont dans la posture de ceux qui s'en régalent. Et il n'est pas rare d'ailleurs que ce soit des personnes qui, dans leur vie, ont subi des injustices et ont des traumatismes par rapport à ça, mais qui ont mal réagi à ça et qui se sont mis ensuite en posture de sadiques, qui ont trouvé cette façon malsaine d'essayer de mieux vivre ça en se mettant dans une posture de personnes qui jubilent du mal commis contre quelqu'un d'autre, contre une altérité, comme pour se rassurer en se disant on n'est pas de ceux qui subissent le mal, on est de ceux qui s'en régalent et on est de l'autre côté. Il y a un côté comme ça. Après, je vais pas faire leur psychologie non plus, mais voilà, il y en a beaucoup à dire sur ces phénomènes. Je voulais donc, à travers cet audio esquissé, mettre le doigt sur certaines choses qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main lorsqu'on est honnête au regard de ce qui se passe. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao!